Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme ce matin pour démarrer notre 24e Delville Academy. Alors, je vais me répéter pour ceux qui nous connaissent bien, mais évidemment, je vais vous donner quelques mots sur Delville Management. Donc, nous sommes 65 collaborateurs avec une présence à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Londres, Munich, Milan et Düsseldorf. Donc la Delville Academy, ce sont des spécialistes qui viennent partager leurs expertises auprès de notre écosystème. Et nous avons le plaisir de recevoir ce matin Luc Bretonne, membre du Club Delville. Alors, Luc est expert de l'innovation produit qu'il a dirigé pour le groupe Orange pendant plusieurs années. Et Luc se consacre désormais à ce qu'il considère comme la prochaine grande disruption, les nouvelles formes de management et d'impact. Donc les nouveaux modes de management et les clés de performance, qu'est-ce qui caractérise une équipe performante au travail et comment améliorer cette performance de façon scientifique à l'échelle d'une organisation. C'est ce dont va nous parler Luc. Pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&R en haut de votre écran et nous y répondrons à la fin. Luc, je te laisse donc la parole. Merci Delphine, merci à Léa et Thomas également pour l'organisation. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par partager quelques éléments de présentation, juste m'assurer que tout le monde voit bien. Est-ce que c'est OK? Oui, parfait. OK, super. S'il y a un moment, il y a un sujet technique, alertez-moi et on le gérera. Écoutez, voilà quelques ouvrages que j'ai eu la chance de pouvoir rédiger ou rédiger ces quelques dernières années. Les sujets qui m'empêchent de dormir la nuit, c'est l'innovation produit. Tu en as parlé, Delphine, et puis également le management, qui est le fil rouge de mon expérience en tout cas. Alors, je vais beaucoup utiliser le jeu, mais ce n'est pas par narcissisme, mais par témoignage, puisque je vais essayer de parler de ce que des expériences que j'ai eues, ou en tout cas de ce que j'ai compris dans mon parcours, avec beaucoup d'humilité, parce que les choses vont très vite, changent très vite, on va le voir assez rapidement. Moi, j'ai passé 23 ans dans la tech, un long parcours dans les télécoms, et en particulier chez Orange, dont j'ai dirigé l'innovation produit et services mondialement. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vu l'innovation en Asie, sur la plaque Amérique, Europe, Afrique. Et quand j'ai cru avoir compris 2-3 trucs en management en France, je me suis aperçu que dans les autres civilisations ou les autres localités, les choses étaient très différentes. Et finalement, ce sujet est infini parce que il y a autant de cultures que d'organisations, et ces cultures sont très impactées par les civilisations dans lesquelles elles sont implantées. Donc tout ça est complexe et appelle beaucoup l'humilité pour comprendre les choses et essayer de les influencer. Ce que j'ai prévu, c'est de vous parler de 4 points. Je vais aller assez vite au début sur la partie partage de convictions, influence tech. Les points que je vais aborder sont très lourds de sens et importants, donc ça tombe bien, vous êtes frais et dispo en début de journée. Je vais aller vite, donc voilà, essayez de vous accrocher sur cette partie pour capter les points, mais pour certains, ce sera des portes que vous avez déjà ouvertes et que vous connaissez, et donc juste des choses que vous avez en tête. Pour d'autres, peut-être pas. Et ensuite, sur la base de ces partages de convictions et du point 2 de l'influence de la technologie, j'aborderai les sujets de management et ce que la recherche, puisque je suis aussi à l'insu de mon plein gré devenu chercheur en management, je suis affilié à l'ESSEC pour ces travaux-là, ce sur quoi je travaille et ce que la science en management nous permet d'affirmer aujourd'hui, qui ne sont plus des gut feelings ou des intuitions ou des convictions, mais des choses qui ont été vérifiées par de multiples recherches qui sont très intéressantes à prendre en compte aujourd'hui lorsqu'on dirige une entreprise ou lorsqu'on manage une équipe, que ce soit fonctionnellement ou hiérarchiquement. Voilà, et si on arrive à faire tout ça, on peut se garder quelques minutes pour des questions à la fin, ce serait super.
C'est parti. Le partage de convictions, par définition, ça va gratter certaines personnes qui sont connectées, qui vont m'écouter, qui vont être pas du tout d'accord avec moi. Moi, je suis très à l'aise avec les gens pas d'accord. C'est le début de la conversation et ça fait jaillir des choses intéressantes. Donc, je ne cherche pas à être consensuel. Je vous donne ce que je perçois avec toute ma sincérité, et aussi de manière très franche. Et donc, pardonnez-moi par avance pour ceux qui sont diamétralement opposés à ce que je vais dire. C'est pas un problème en soi. Et je suis heureux d'en discuter au-delà de cette conférence pour ceux qui veulent me joindre. Je suis facile à trouver et à contacter. Alors, nous sommes au cœur d'une nouvelle révolution industrielle, c'est une évidence, je pense, avec trois choses. Une infrastructure mondiale, Internet, qui permet à des jeunes en particulier, mais aussi à tout type de personnes d'être connectés simultanément sur la planète avec tous nos pairs. Une exponentielle de software qui s'appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, et puis l'explosion cambrienne de l'innovation, elle est liée au fait que en fait, c'est plusieurs révolutions industrielles qui arrivent en même temps, non seulement via l'infrastructure, le software, mais aussi le hardware, puisque vous avez en tête que NVIDIA est devenue la première société la première valeur au monde à passer les 4 000 milliards de valorisation en dollars au Nasdaq. C'était la semaine dernière. L'innovation, c'est l'attribut de la puissance. Et alors vous dites, mais pourquoi il nous parle d'innovation et de tech alors qu'on est venu écouter un truc sur le management? Eh bien, précisément parce que c'est la tech qui va influencer les comportements en entreprise et le management. Et donc, si on ne comprend pas pourquoi tout ce qui va se passer dans les organisations est fondamentalement lié à la disruption de la technologie, on ne peut rien comprendre. Donc l'innovation, c'est un attribut de puissance. Tout va plus vite, l'espérance de vie des organisations et ce que j'appelle des dinosaures diminue comme neige au soleil. La politique est complètement dépassée. D'ailleurs, la plupart de nos sénateurs et députés, ce n'est pas offense de le dire, ne comprennent pas grand-chose à ce qui est en train de se passer, d'où leur incurie à gérer beaucoup de problèmes actuels. Ils ne sont pas de cette culture-là, en fait, hein, c'est pas de leur faute. Quatrième conviction, c'est que la démocratie est minoritaire et le mode de pensée occidental est minoritaire sur la planète. Ça, on s'en rend compte dès qu'on voyage, en fait, hein, dès qu'on va en Asie, dès qu'on va en Afrique, dès qu'on va en Amérique du Sud ou ailleurs dans le monde. C'est très important pour comprendre comment les organisations fonctionnent, parce qu'il n'est pas exclu qu'un jour vous soyez ou vous avez déjà été salarié de sociétés qui ne sont pas gérées par des régimes démocratiques. C'est même la grande tendance mondiale. L'économie est au cœur de l'innovation et de la création de richesses. J'ai mis Thanks Captain Obvious parce que c'est évident de le dire, mais certains n'ont pas encore compris ça. Et donc la guerre pour l'innovation, c'est une guerre économique et c'est une guerre de puissance, d'influence parmi les pays et les civilisations. En France, on a négligé, c'est un avis personnel, les bons rôles modèles, celui de l'ingénieur qui crée l'innovation et celui de l'entrepreneur qui crée des richesses. Le service public ne crée pas de richesse, il est payé par le secteur privé. Et s'il n'y a pas des ingénieurs pour imaginer de l'innovation, eh ben, on voit que c'est quand même compliqué de créer de la valeur. D'où le déclin rapide, tant intellectuel qu'économique de notre pays. Et on a une arrogance immense et une compréhension géopolitique et économique comme notre volonté de travail qui sont faibles. Et ça explique quand même le décalage entre ce à quoi peuvent aspirer des jeunes qui rentrent à l'université ou en école d'enseignement supérieur et les opportunités proposées par la France et puis l'Europe plus généralement. Le management traditionnel est un mort-vivant, c'est comme une supernova, on le voit encore, mais il sait ou il ne sait pas encore qu'il est mort, mais il est mort, ça c'est une certitude. Pour rédiger mon dernier ouvrage, L'entreprise nouvelle génération, je suis allé dans une trentaine de pays pour voir les modes de management, et ce qui est sûr, c'est que le management traditionnel du XXe siècle, command and control,
que je qualifie, c'est encore une fois un avis personnel, d'archaïque, il est mort. Il est encore très tenace en France, et dans les pays latins, du sud de l'Europe en particulier, mais il est en train de perdre du momentum. Le management, lui, n'est pas mort. J'entends des académiques dire qu'on n'a pas besoin de management, qu'on n'a pas besoin de hiérarchie. Je pense que ce sont des fous furieux. Le management persistera et on en aura encore plus besoin à l'avenir, comme la hiérarchie, mais ce sont de nouveaux modes de management, de nouveaux modes de hiérarchie dont les organisations ont besoin et dont les organisations se dotent. Le management collaboratif est en train de tout emmener. Il est en train de prendre le pas sur le management directif ou participatif, et il ne signifie en aucun cas le chacun fait ce qu'il veut, le chaos ou la somme des préférences des uns et des autres, comme si on était dans un restaurant et qu'on pouvait commander à la carte. Les membres de la direction, ce que je leur dis, puisque j'ai fondé NextGen, qui est une société de formation, de conseil et de coaching, je leur dis ne sous-estimez jamais l'intelligence de vos collaborateurs. Elle est immense et si vous savez l'utiliser, vous allez pouvoir gagner du temps. Et je dis la même chose aux collaborateurs, ne sous-estimez pas l'intelligence de vos dirigeants. S'ils font certaines choses, c'est qu'ils sont dans un système de contraintes qui ne leur permet pas toujours de se disrupter avant d'être disruptés ou de changer les choses avant qu'on leur demande. Et puis, une des dernières choses que je vous partage, c'est que le courage est distribué de façon parfaitement inéquitable dans l'espèce humaine, et en particulier en situation de travail. Autrement dit, il n'y a pas beaucoup de gens courageux, et pourtant, c'est ce dont on va avoir besoin de plus en plus à l'avenir, pour les raisons de disruption technologique dont j'ai parlé rapidement. Je crois, moi, dans le parler vrai, d'adulte à adulte, et dans le respect. Certains appellent ça la communication non violente, la CNV. Nous ne sommes pas les enfants de nos managers ou de nos responsables, et nous avons le droit à une relation d'équité, d'égal à égal, même si nous avons des rôles différents dans l'organisation. Le deuxième point que je veux aborder, c'est un point fondamental que j'ai déjà exprimé, c'est que la technologie, c'est elle qui modifie les comportements au travail et pas l'inverse. Ce serait romantique de croire que ce sont les comportements qui vont influer la technologie. C'est pas vrai. C'est l'inverse, et c'est l'inverse depuis la nuit des temps. Et ce qui permet aujourd'hui à de nouveaux modes de management d'émerger, c'est que la technologie a changé. C'est qu'Internet a complètement rompu le rapport de pouvoir lié à la maîtrise de l'information ou à l'accès à l'information. C'est vrai dans les médias. Aujourd'hui, les jeunes ne regardent plus la télé, en tout cas la télé linéaire. Je pense que vos enfants, comme les miens, ce sont les mêmes. Ils ne regardent plus du tout la télé à papa, mais ils consomment du YouTube massivement, ils délinéarisent, ils regardent ce qu'ils ont envie de regarder. Et ben, c'est pareil dans l'entreprise. L'information est accessible à tous, et ça n'est plus un attribut du pouvoir. Et donc, il faut comprendre ce que la technologie impacte sur les comportements. Alors, quelques éléments pour comprendre ce que c'est que la technologie aujourd'hui. C'est Python, le langage de référence de l'IA, qui est très simple, lisible, avec un écosystème hyper riche. C'est le langage qui s'impose dans l'automatisation, la data science et bien sûr le machine learning qui est à la base de l'IA. C'est Mojo qui combine la facilité de Python avec la puissance du C++. C'est un langage pensé pour tirer parti du hardware dans les applications IA les plus exigeantes. C'est NVIDIA, j'en ai parlé, qui règne sur les GPU, les fameuses cartes graphiques, qui, avec sa gamme GeForce, et sur les applications de data center et de calcul haute performance. NVIDIA, c'est le pilier d'intelligence artificielle. C'est pour ça que c'est la première société à dépasser les 4 000 milliards de valo. Et je suis passé un peu vite, mais CUDA, c'est la brique logicielle qui permet aux développeurs d'exploiter la puissance des GPU NVIDIA, c'est-à-dire le deep learning, le calcul intensif, voilà, tout ce qui permet de faire tourner l'IA. Tout ça, ça fonctionne avec des puces de 3 nanomètres qui sont produits par essentiellement 2 pays dans le monde, la Corée du Sud avec Samsung et Taïwan avec TSMC. C'est pour ça que les États-Unis prennent la tête à la Chine sur Taïwan, et que la Corée du Sud est un acteur majeur de l'innovation encore aujourd'hui. Et ça, c'est de la géopolitique.
Alors, c'est quoi un nanomètre? Rassurez-vous, je vais arrêter rapidement avec la tech, mais je termine pour bien comprendre ce dont on parle et la révolution et pourquoi l'Europe est totalement aux fraises sur ces sujets-là. Eh bien, parce qu'en Europe, on n'a pas une seule société capable de faire ça. Alors, un nanomètre, c'est l'équivalent de 300 000 transistors par millimètre. L'équivalent, donc, vous avez une fourmi avec 5 millions de nanomètres. Donc, vous imaginez le nombre, la puissance de processeurs et de calculs que vous pouvez placer dans quelque chose d'infiniment petit ou de très petit. Alors, tout ça, ça permet de propulser les géants de la nouvelle économie qui sont OpenAI, fondé en 2015, qui est aujourd'hui propulsé par Microsoft, qui développe ChatGPT. Vous avez Anthropic, Claude, qui a un nouveau modèle d'IA axé sur la sécurité et l'utilisabilité. Vous avez Claude donc, et XAI Grok 4. J'ai fait un article sur LinkedIn hier pour expliquer pourquoi Grok 4 explosait la compétition, en tout cas depuis une semaine. Donc des outils quotidiens. Alors il y avait un speaker sur la Delville Academy qui avait parlé de tout ce qu'on pouvait faire avec l'IA de manière très concrète. Donc je vais pas le refaire en moins bien aujourd'hui, mais je vous laisse ces exemples-là que vous pouvez utiliser tout de suite. Et puis juste pour terminer ce chapitre sur la tech, Augment qui assiste les développeurs dans la complétion de code, le débogage et la documentation automatique. Donc c'est un copilote de codage. Aujourd'hui, dans les organisations que je regarde, les codeurs ont interdiction de coder par eux-mêmes. Ils ne codent plus. Ils font coder par l'IA et ils vont assembler et architecturer, ce qui fait que les codeurs débutants ont beaucoup de mal à trouver de job aujourd'hui, puisqu'ils ne sont plus pertinents. Et puis, les IA antagonistes, c'est des attaques adversariales, oui, c'est français comme mot, qui manipulent les données d'entrée pour tromper les modèles d'IA. Donc, on voit qu'il y a des guerres cybernétiques sur l'IA, puisque c'est devenu une puissance, un enjeu géostratégique. Alors, tout ça, ça permet de créer ce genre de choses. Enlever le son. Voilà, donc ça c'est le robot de Musk qui est capable de faire des backflips en se récupérant sur ses pieds avec Grok 4 dans la tête, si j'ose dire, c'est-à-dire les puissances de plusieurs PhD dans tous les domaines de la science et des sciences humaines aussi dedans. Donc ça interroge le futur du travail, évidemment. Ce qui fait que Marc Benioff, le patron de Salesforce, dit que aujourd'hui, 17 juillet, il a déjà remplacé 30% de sa workforce, donc de ses gens au travail, par de l'IA, et il pense passer à 50% assez vite. Et mettre en place au sein de Salesforce, qui n'est pas un nain de jardin dans l'économie américaine et mondiale, 1 milliard d'agents et AI, donc on parle de agentic AI, d'ici la fin de 2025. On ne parle pas d'un plan quinquennal de l'IA. Là, ça, c'est les jobs remplacés par l'IA aux États-Unis sur les mois de 2025. 95 000 tech ou développeurs qui ont été remplacés par l'IA avec les logos des sociétés qui l'ont fait. C'est le début de l'exponentiel, en fait. Ça paraît beaucoup, mais c'est très peu. Ça va s'accélérer. Et puis, on voit des sociétés qui n'ont plus aucune pertinence sur le marché. Par exemple, ici, vous avez Chegg qui proposait du soutien scolaire ou des cours ou des tutos, etc., donc, qui est complètement défoncé par l'IA, mais pareil pour les sociétés qui vendaient des images ou autres. Et puis, la capacité à générer $1 million en étant fondé pour une entreprise, donc il y en a beaucoup aux États-Unis, mais pas seulement, en quelques mois, et est en train de baisser. Donc, vous voyez
des sociétés qui arrivent à 1 million de revenus. On ne parle pas de valorisation, on parle de revenus en 5 mois, en 13 mois. C'est du jamais vu dans l'histoire économique. Et puis Cursor, Perplexity, qui sont des géants de ces sujets-là, qui sont valorisés des milliards en étant fondés en février de 2025 pour Cursor, qui est une application qui permet d'automatiser le développement. Ça donne le vertige. Et qu'est-ce que ça veut dire sur le leadership et sur le management et sur tout ce qu'on va trouver dans les organisations? C'est qu'il faut s'adapter, c'est que les soft skills vont être la clé, et c'est que tous ceux qui ne considèrent pas le changement comme une évidence quotidienne vont avoir beaucoup de mal dans le monde qui n'arrive pas, qui est déjà là, et qui est rythmé et impulsé par la technologie, que ça fasse plaisir ou pas. Donc le leadership next-gen, j'ai décidé de vous le montrer, c'est mon 3e point, avec quelques images qui sont dans mon dernier livre, et puis des images que j'ai repris de 37 Signals, qui était une start-up aux États-Unis qui faisait de la gestion de projet, qui fait toujours de la gestion de projet d'ailleurs, qui est très connue, et qui avait à l'époque sorti un manifesto qui s'appelait Rework, comment réinventer le travail, et que j'avais trouvé absolument génial. Et quand j'étais chez Orange, j'avais fait un manifesto 35 heures par jour, le défi des patrons de PME pour arriver à faire tout ce qu'ils ont à faire dans la journée, c'est de changer les règles du jeu. Et donc, ça m'a beaucoup inspiré. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est quelques règles qui sont en train de prendre le pas sur les modes de fonctionnement en entreprise, qui sont l'apanage des entreprises que je qualifie de next-gen, qui est aussi le nom de ma société. Nouvelle génération, parce que les gens aujourd'hui ne vous disent plus qu'ils n'ont plus envie de bosser pour vous, ils partent, ils votent avec leurs pieds, ils s'en vont, et ils vont vers les organisations les plus efficaces du point de vue de la gouvernance et de l'impact. Comme il n'y a plus de chômage à Bac+2 et au-delà en Europe, ils le font progressivement, et ils se déplacent vers les organisations qui ont les caractéristiques next-gen. Notamment, c'est bas les masques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique, tout ce qui se passe dans l'informel, etc., devient insupportable dans les organisations les plus efficaces et les plus agréables à vivre. Et les gens veulent être dans l'authenticité, dans la relation de pair, d'adulte à adulte, comme j'ai dit, non violente aussi. On n'est pas au boulot pour se faire maltraiter, on n'est pas au boulot pour se faire manager. Vous savez, l'étymologie du mot management, qui est un terme de dressage équestre. Je pense qu'on est loin de ça en 2025 et a fortiori à l'avenir. Également, les organisations qui emmènent tout avec le management collaboratif sont des organisations qui misent sur l'intelligence collective. C'est pas un buzzword, c'est pas un truc tendance, c'est une évidence scientifique. Emil Servan-Schreiber, qui a écrit Super Collectif, l'a démontré, mais il n'est pas le seul. Il a passé 20 ans de sa vie à faire de la recherche là-dedans. L'intelligence collective bat à plat de couture la somme des capacités cognitives des collectifs. Et comme les Steve Jobs, les Elon Musk et les Marc Benioff ne sont pas la majorité des dirigeants de l'économie mondiale, miser sur l'intelligence collective, c'est probablement la meilleure chance de succès qu'ont les entrepreneurs et les dirigeants et les managers tout simplement au quotidien. Également des modes de management où tout le monde est hands-on. Ce qui est terrifiant dans les organisations, c'est ce que je qualifie trivialement de mauvais cholestérol, c'est les managers de managers de managers. Alors moi, j'ai été dans ces couches napolitaines de mauvais cholestérol, et comme ce sont des gens intelligents, puisque sinon ils n'auraient pas été placés manager de manager ou manager de manager de manager. Moi, quand j'ai pris l'innovation d'Orange, j'avais 7 niveaux hiérarchiques en dessous de moi, donc je connais bien ça. Ils créent des KPI, ils créent des tableaux de bord, ils créent des newsletters, ils existent, quoi, et comme ce sont des gens intelligents et qui moulinent, ils veulent faire exister leur rôle, et donc ils créent de la thrombose, ils créent vraiment des goulots d'étranglement pour ceux qui font. Et donc les organisations les plus efficaces, on le voit, c'est des organisations dans lesquelles les managers à temps plein n'existent pas, c'est carton rouge. Il faut être rameur plutôt que barreur, ou en tout cas ramer une partie de son temps, et on a besoin de barreurs, bien sûr, et on a besoin de managers, on en aura toujours besoin, je l'ai déjà dit,
mais si tout le monde rame, c'est quand même beaucoup plus efficace, puis on est plus à même de savoir prendre des bonnes décisions. Également, la transformation, c'est un phénomène qui est consubstantiel à l'économie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je l'ai montré avec l'impact formidable de l'innovation technologique. Et donc, faire des grands sauts quantiques dans la transfo, c'est généralement, ça finit dans le mur ou ça finit mal, simplement parce que pour faire des grands sauts, il faut les préparer. Et donc, le temps qu'on les prépare, ils deviennent obsolètes quand ils sont mis en œuvre. Alors que la transformation continue. Jack Welch, l'ancien patron de General Electric, disait « Je suis favorable au changement pour le changement ». C'est une façon très provocatrice de dire si le changement est quotidien, il est même imperceptible, mais il est permanent, on va y arriver. Et on va s'adapter en permanence. On parle de adaptive organization, ou donc pour qualifier les organisations qui sont capables de s'adapter à l'environnement en temps réel, de façon continue, linéaire, plutôt que par saut quantique. Également, le bon sens paysan, c'est quelque chose qu'il faut garder chevillé au corps. L'intuition, ce n'est pas un mauvais mot. Et puis, être capable de casser la vitre sans avoir besoin de remplir le formulaire, donc sortir du process lorsque c'est nécessaire, c'est quand même une preuve de pragmatisme qu'on voit disparaître souvent dans les grandes organisations qui se thrombosent, qui se complexifient. Là, on saute sur les schémas de 37 Signals dont j'ai parlé. Ce que je dis souvent aux leaders quand je fais des conventions, des conférences avec beaucoup de dirigeants, c'est à vous d'incarner le changement. N'attendez pas d'être au COMEX de votre société pour le faire, parce que vous apercevrez quand vous êtes au COMEX, comme quand vous êtes au gouvernement, que finalement, vous pouvez moins changer la réalité que les gens qui font, qui sont en charge de ceux qui le font, à condition qu'il y ait un bon niveau de subsidiarité dans les organisations. Et donc, agir en banc de poisson plutôt qu'en monolithe, le banc de poisson est parfaitement adapté à l'économie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et le monolithe va, comme les dinosaures, va disparaître et va se détacher comme la banquise dans l'Antarctique par bloc. Les meetings sont toxiques. J'avais essayé d'éliminer 80% de mes réunions auxquelles je participais lorsque j'étais chez Orange. Passer de 8h du matin à 8h du soir ma vie en réunion, ça m'a permis de faire un bond dans la productivité. Ça veut dire que les rituels doivent être efficaces. Ils sont ultra nécessaires. Je ne dis pas que les réunions sont toxiques en général, mais leur excès l'est. Et on voit dans les organisations que je suis allé voir dans une trentaine de pays, et j'ai une base de données de 40 000 organisations qui correspondent à ces critères NextGen, que les organisations les plus efficaces ont cantonné les réunions à des temps ultra efficaces, ultra ritualisés, hein, c'est pour ça qu'on parle de rituel, mais minimum is the maximum. Don't be a hero, on n'attend pas des leaders qui soient des héros. Au contraire, s'ils activent l'intelligence collective, s'ils mettent ce qu'il faut de soleil, de terreau et d'arrosage, leurs équipes vont s'épanouir, vont fleurir, vont pouvoir prendre par elles-mêmes certaines décisions, et on n'attend pas du tout du manager en 2025, encore moins que par le passé, qu'il soit un héros, qu'il soit capable de prendre les bonnes décisions, etc. Ça va marcher une fois sur 10, une fois sur 100 peut-être, mais la majorité du temps, ça va être une catastrophe. Less is a good thing, ou minimum is the maximum, qui sont des principes de frugalité, sont des principes d'innovation. Je disais souvent à mes collègues, lorsque j'étais patron d'innovation chez Orange, je dis c'est parce que tu as trop de budget que tu n'innoves pas. Donc l'excès de capacité empêche d'être malin, de faire des raccourcis, d'être minimaliste, frugal, ou alors c'est le dicton populaire, un chat maigre saute haut, qui est très valable en management également. La planification est de plus en plus hasardeuse. Les plans à 5 ans, évidemment, il faut en avoir un, mais le détailler trop serait une perte de temps, pour les raisons qu'on a vues en début de l'influence de la tech qui change tout et qui peut tuer des organisations en quelques semaines, ou en faire naître
en quelques semaines également à plusieurs milliards de dollars de revenus ou de valorisation. Le ASAP, dès que possible, c'est nécessaire certaines fois, mais c'est toxique lorsque c'est récurrent. Donc la capacité à prendre un peu de recul, à anticiper ce qui peut l'être et à ne pas être toujours dans la précipitation. Et là aussi, si on fait fonctionner l'intelligence collective, ça fonctionne. Et puis go to sleep, c'est ne jamais oublier que dans ce monde qui va très vite, dans ce monde où tout est toujours très urgent, bien dormir la nuit, c'est quand même, et ça n'est pas un jeu de mots, hein, c'est vraiment basiquement bien dormir la nuit et suffisamment, c'est notre capital humain le plus précieux et qui peut permettre à lui seul de prendre beaucoup de meilleures décisions, d'être de meilleure humeur, d'avoir une relation aux autres plus épanouie, plus stable et de fonctionner mieux. Et moi, par exemple, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai souvent dormi très peu et j'ai arrêté, etc. parce que je me suis aperçu que ça a impacté la qualité de mon travail et je pense que chacun en faire l'expérience. Voilà, et maintenant on en vient au levier de performance au travail, qui est le cœur de ce que j'ai à vous dire ce matin. Les organisations nouvelle génération, dans le contexte que j'ai posé, elles cherchent à réconcilier nos trois personas, la persona du salarié, du citoyen et du client. Le citoyen, il espère qu'il vit dans des conditions les meilleures possibles. Le client, que quand il achète un produit, il ne soit pas trop cher, mais qu'il soit de qualité et qu'il ne fasse pas travailler des enfants à l'autre bout de la planète, par exemple, ou qu'il soit importé avec un impact carbone catastrophique. Et le salarié, il a envie d'être traité correctement, d'être payé correctement. Et que tout ça soit aligné, c'est ça la difficulté. Les entreprises de nouvelle génération, elles prennent ce pari-là, c'est-à-dire qu'elles vont tout avoir, et celles qui n'ont pas une partie de ça vont progressivement plus avoir grand-chose, c'est-à-dire elles vont aligner un impact positif sur la planète ou sur la société, ce qui revient au même, un impact social ou environnemental positif, c'est la raison d'être à impact, et en même temps une gouvernance interne qui va être aligné avec ça. Donc, vous m'avez compris, plutôt un impact positif sur les fractures sociales ou environnementales de la société d'une part, et plutôt une gouvernance collaborative qui permet à chacun de s'exprimer, à chacun de ne pas être un rouage totalement impersonnel dans l'organisation, mais d'avoir le sentiment d'être, parfois je parle d'être CEO de ses rôles, être le PDG de ses rôles dans une organisation, donc d'être vraiment en charge d'être un intrapreneur. Et les deux convictions que je partage là-dessus, c'est que les meilleures organisations, elles auront tout, et les autres progressivement plus grand-chose, et que le management collaboratif va tout emporter pour des raisons qualitatives et quantitatives. Qualitatives, je l'ai expliqué, et quantitatives parce que l'intelligence collective et d'être PDG de ses rôles, ça améliore la performance au quotidien dans l'organisation. C'est pas juste, on est plus heureux, ça fonctionne mieux du point de vue des relations humaines, mais c'est aussi beaucoup plus efficace en termes de performance, que ce soit donc social, mais aussi des délivrables que la société doit rendre. John Cotter, qui est le marketeur vivant le plus génial que j'ai rencontré et avec qui j'ai pu travailler, qui est professeur à Harvard et qui a écrit Accelerate, qui est un bouquin que vous pouvez lire, qui est son dernier bouquin, qui est un jeu de mots, explique que dans les organisations, ce que vous voyez à gauche, l'organigramme qui est dans les rapports annuels, il est de moins en moins pertinent pour expliquer ce que l'organisation fait, et ce que vous voyez à droite, qui est parfois informel et de moins en moins informel, c'est-à-dire des groupes d'équipes qui vont se créer avec une durée de vie de plus en plus éphémère, vont créer l'essentiel de la valeur de l'organisation. Chez Roche, qui est un de mes clients, qui est un pharmacien suisse que vous connaissez probablement, qui a des implantations partout dans le monde, ils ont publié dans la Harvard Business Review une étude dans laquelle ils ont mesuré la valeur produite à droite versus à gauche, et ils ont prouvé que 70% de la valeur ajoutée, de la nouvelle valeur ajoutée de Roche sur une période de quelques années est créée par
par ces réseaux de droite. Et donc, c'est important de les favoriser. Je parlais du manager plutôt comme un leader, plutôt comme un coach qui va permettre, avec les bonnes conditions de température, de pression et d'arrosage, de faire éclore les équipes et la valeur, de le faire sur des fonctionnements de type projet, de type éphémère, qui vont allier des gens de tout niveau hiérarchique dans la société. On va pouvoir avoir sur une bulle de droite le PDG qui se retrouve dans un groupe de travail avec le stagiaire en crypto qui a 3 mois dans la société, et ça ne posera pas de problème. Et on va pouvoir avoir aussi des écarts de rémunération qui n'ont rien à voir avec la position dans la pyramide hiérarchique de gauche. Il n'est pas du tout étonnant aujourd'hui d'avoir des gens de la tech, par exemple, mais ça pourrait être sur d'autres domaines, qui sont au dernier étage hiérarchique de la société, mais qui gagnent plus que le PDG, parce que leur expertise amène plus de valeur dans la société, et il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, il ne devrait pas y en avoir, en tout cas. Voilà, ça, c'est des choses qui sont un peu difficiles culturellement dans les pays du sud de l'Europe, mais qui vont se généraliser fortement. Et donc, en fait, ce qu'on observe, ce que j'ai observé dans mon dernier bouquin, c'est le passage de Scrum, qui était une manière d'innover en software, par itération courte avec le client. On est passé à Scrum en 2010 sur l'innovation produit avec des designers et des marketeurs et plus seulement des développeurs logiciels. Ça s'est appelé Lean UX. J'ai fait venir Jeff Gottels à Paris pour faire la première conférence là-dessus à Paris, au Jardin de l'Innovation, ici les Moulineaux, à cette époque-là. Et on faisait du Scrum avec des designers et avec des marketeurs. Et aujourd'hui, on est capable de faire l'équivalent de Scrum, mais à l'échelle de toute une boîte, avec ces réseaux que j'ai décrits précédemment, que John Kotter appelle le Dual Operating System, qui permet d'avoir une organisation en bande poisson hyper adaptative, hyper réactive à un marché qui le demande. Voilà. En France, en 2023, 2024 et 2025 ne va pas échapper, Malakoff Humanis dit que l'absentéisme atteint des records, que les plus absents sont les jeunes et les managers, c'est super dur d'être manager parce que vous avez toutes les injonctions paradoxales et contradictoires de votre hiérarchie, mais aussi de vos coéquipiers qui veulent tous avoir un menu spécifique parce qu'ils sont spécifiques et ils l'ont bien compris depuis le Covid. Donc, c'est ingérable. Donc, beaucoup rendent leur tablier. Et l'engagement au travail qui est mesuré par Gallup en Europe, et la France est un des plus mauvais élèves de l'Europe. Le niveau d'engagement est au fond du seau, avec 87% des adultes en Europe qui sont soit non engagés, soit activement désengagés au travail. Et ça, c'est lié au fait que voilà, on a des problèmes de rôle modèle dans la société qui ne sont pas les bons. Les entreprises ne sont pas vraiment considérées comme elles devraient l'être. Et puis surtout, n'adaptent pas leur management aux nouvelles générations et aux nouvelles technologies. Les générations Y, Z et bientôt Alpha trouvent totalement insupportable le management du XXe siècle et lié à leur pratique de ces nouvelles technologies, mais je l'ai déjà beaucoup dit. Et donc, quels sont les principes pour être efficace dans une organisation et trouver la meilleure performance au lieu des concepts généraux d'intelligence collective? C'est une question à laquelle Harvard et Google ont répondu entre 2010 et 2020 simultanément avec des études différentes. Chez Harvard, c'est Amy Edmondson qui s'y est collée. Vous pouvez lire son bouquin Fearless Organization. Elle a étudié notamment les hôpitaux aux États-Unis, mais bien d'autres industries. Et Google, en mettant plusieurs dizaines de millions de dollars sur une dizaine d'années sur les projets Aristote et Oxygène, est arrivé exactement à la même conclusion que Harvard. Donc, c'est rassurant. La communauté scientifique, et Google a embauché des tonnes de sociologues, de chercheurs pour craquer cette question à plusieurs milliards de dollars. C'est qu'est-ce qui fait qu'une équipe est efficace au travail et performante au travail et qu'une autre équipe ne l'est pas? Eh bien, la réponse, elle est maintenant. Il y a 5 facteurs, mais il y en a un qui écrase tous les autres, qui est la sécurité psychologique. Si vos équipes sont dans un contexte de sécurité psychologique bon, ou voire optimum, la performance est possible. Si la sécurité psychologique est basse, ce qui est beaucoup le cas dans les organisations latines, et je ne renie pas ma culture latine, je l'adore, mais elle a quelques faiblesses, dont celle-ci.
de pas toujours, je ne dis pas que c'est une généralité, mais de ne pas toujours favoriser un bon niveau de sécurité psychologique. Je vais revenir sur ce que c'est que la sécurité psychologique dans un instant. Je donne les 4 autres facteurs de performance des équipes au travail, qui sont l'interdépendance des tâches, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin les uns des autres pour réussir, c'est-à-dire est-ce qu'on fait équipe ou est-ce qu'on est un club d'indépendants. Le club d'indépendants est toujours moins performant que l'équipe, et c'est rassurant d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire entreprise, de faire équipe pour performer. La clarté des rôles et des structures organisationnelles. Pour pouvoir être PDG de ces rôles, il faut déjà bien les circonscrire, bien les décrire. La culture de l'écrit, de ce point de vue-là, a beaucoup de vertus. Le sens, est-ce que la raison d'être de mon équipe et de l'organisation dans laquelle elle s'insère est claire, sont claires? Est-ce que ma société, par exemple, est une société à mission? Est-ce que c'est une bicorp? Ou est-ce que le seul objectif, c'est de créer de la rentabilité, de la marge? Ce qui inspire très peu, en fait, les gens au travail. Ils s'en foutent pas mal de rajouter un digit à la rentabilité ou à l'EBITDA de la société. Par contre, si on règle une fracture sociale, une fracture environnementale, ou si on contribue à la régler, ça a beaucoup de sens, ça permet de se lever le matin en étant motivé. Et puis la contribution, est-ce que quand je rentre chez moi, je peux dire à ma compagne, à mon compagnon, à n'importe qui, ou est-ce que je peux me dire à moi-même, voilà, ma journée a été productive et je sais à quoi elle a servi. Lorsqu'on se pose sérieusement cette question, il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui ne peuvent pas répondre positivement à cette question. Donc la sécurité psychologique, c'est quoi? Ça s'appuie sur un socle de confiance. Il faut que la confiance soit là. Mais c'est trois éléments qui sont la bienveillance, le droit à l'erreur et l'humilité. La bienveillance, c'est est-ce qu'on peut accepter les avis des autres, y compris quand ils sont différents du mien. C'est pour ça que je disais en liminaire que j'aime beaucoup les gens qui n'ont pas les mêmes avis que moi, parce que ça permet de développer des idées et de sortir de sa zone de confort. Le droit à l'erreur, ça c'est un point souvent faible dans les pays du sud de l'Europe. On dit oui, tu as le droit d'innover, mais tu n'as pas le droit de te planter. Ça veut dire que le droit à l'erreur, il est zéro. Et donc le droit à l'erreur, c'est qu'on sait aujourd'hui que l'humain ne fait jamais une erreur pour le plaisir. Sinon, ça s'appelle une faute. Donc le droit à l'erreur, c'est fondamental. Et puis l'humilité, c'est capacité à partager ses faiblesses et ses vulnérabilités en toute confiance. Voilà, donc si ces 3 indicateurs sont ouverts, avec un sous-jacent qui est la confiance, vous allez pouvoir générer de la performance dans une organisation. Et donc nous, chez NextGen, on mesure ça scientifiquement avec un outil scientifique. Et sur la base de cet audit, on va être capable d'aider les équipes et les organisations à améliorer leur performance au travail. Donc, on fait un diagnostic scientifique et on débriefe le résultat de ce diagnostic scientifique auprès de chaque équipe et on déploie ça dans des grands groupes ou dans des TPE, des PME, peu importe. Et on fait ça en 4 étapes. On fait une inspiration, mais pas forcément, pour expliquer que le management évolue, genre de choses que je vous ai dit ce matin. Un diagnostic de chaque équipe, donc ils vont répondre à ce construit scientifique via un questionnaire qui va permettre de débriefer le manager, qu'il soit hiérarchique ou fonctionnel, pendant 1h30 en visio, et ensuite de faire la même chose avec l'équipe en présentiel, et ensuite d'enclencher des ateliers opérationnels immédiats d'amélioration. Ce qui est clé là-dedans, c'est que l'équipe, elle va créer son plan d'action elle-même. Suite au débrief de l'audit, elle va dire ce qu'elle veut tacler en premier. On va choisir 3 ou 4 sujets et on va faire 3 ou 4 ateliers opérationnels. Tout ce que je vous présente là sur ce slide, ça dure 1 journée et demie. C'est très court, c'est très rythmé et ça permet d'améliorer la performance de l'équipe immédiatement ou de définir le plan d'action qui va lui permettre de le faire. Et on est certifié AFNOR là-dessus. On a un NPS, Net Promoter Score, qui est supérieur à 85. Ça paraît dingue, mais c'est vrai. Et c'est public comme données. Et c'est énorme parce que les équipes qui ont fait elles-mêmes leur plan d'action sont très heureuses de le mettre en œuvre et voient l'efficacité sur leur performance de ce que l'on fait avec elles. Donc, on va pouvoir refaire 3 mois après les ateliers une évaluation et voir si on a un effet waterbed, c'est-à-dire on a amélioré un truc, mais on a détérioré d'autres trucs, ou au contraire, globalement, l'équipe s'est améliorée généralement. On va aussi, en faisant ça sur toute une organisation,
pouvoir améliorer, sortir de l'aspect dysfonctionnel les équipes qui sont en perdition, en fait, parce qu'il y en a, et puis les amener à la performance. Voilà, donc ça, on voit très peu d'organisations qui ne sont pas intéressées à faire ça, parce qu'améliorer la performance, c'est quand même le basique de n'importe quelle organisation, et ça fonctionne très bien. Voilà, je vais terminer là pour vous dire que l'excès de management aux USA, c'est 3 trillions de dollars. Ça ne veut rien dire, mais ça veut dire que les mauvais cholestérol, il y en a beaucoup partout. Et que les nouveaux rituels qui ont le vent en poupe aujourd'hui, c'est des formats de réunion très efficaces. On parle de réunions de triage, de réunions de gouvernance, de réunions de rétrospective, le fonctionnement en rôle plutôt qu'en fiche de poste, l'utilisation du Kanban généralisé, la prise de parole en tournée pour s'assurer que ce ne sont pas les grandes gueules qui monopolisent le temps de parole en réunion, mais que l'intelligence collective peut vraiment s'exprimer. Les OKR, Objective and Key Result, pour cascader la raison d'être à tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation et permettre de développer l'autonomie et la subsidiarité. La gestion des tensions, une tension, ce n'est pas une tension interpersonnelle, c'est l'écart entre une situation qui n'est pas optimale et si elle était optimale, qu'est-ce qui se passerait, et de résoudre ça, de ramener ça, cette différence de tension comme en physique, à zéro vers l'optimum. Être en pleine conscience sur ce que l'on fait avec tous nos appendices électroniques, c'est difficile. Et puis des décisions plus par consultation et consentement qu'autocratique, même si la décision autocratique peut avoir ses vertus dans certains cas, qui embarque le collectif. La décision par consentement, par exemple, c'est une décision collective et rapide. Le patron de Netflix, Reed Hastings, qui a généralisé ça chez Netflix, a dit « Il peut m'arriver de passer 3 mois dans la boîte sans prendre une décision ». Ça prouve qu'il a décentralisé l'autorité de manière efficace. On n'a pas besoin de lui la plupart du temps pour prendre des décisions parce que les équipes sont là pour ça. Et puis, il dit aussi, en mettant en place la décision par consentement, on a pris plus de décisions chez Netflix en 3 semaines qu'au préalable en 3 mois. Et ça prouve aussi que la subsidiarité permet de gagner en vélocité. Voilà, je vais m'arrêter là. Peut-être vous avez des questions. Il nous reste un quart d'heure. Je repasse le micro à nos amis de Delville. Merci.